Écoute bien, parce qu'il existe des douleurs que même le temps refuse d'effacer. Imagine une femme qui se réveille chaque matin avec un corps persuadé qu'un enfant vivant l'attend encore, alors que cet enfant dort sous la terre froide du cimetière. Imagine un sein qui coule de lait pour un bébé qui ne respirera plus jamais. Imagine un cœur qui se remet à battre quand, quelque part dans la nuit, d'autres enfants sont en train de mourir faute de lait, et que personne ne veut les sauver. Cette nuit-là, une décision a tout changé, une décision que personne dans le village n'avait osé prendre. Élise tenait contre sa poitrine un linge humide, comme si ce froid pouvait apaiser l'incendie qui brûlait en elle. Ses seins étaient durs, gonflés, douloureux au point de lui arracher des gémissements qu'elle étouffait entre ses dents. Cela faisait 3 semaines. 3 semaines depuis qu'elle avait serré contre elle le corps bleu, immobile, de sa petite fille. 3 semaines depuis que la sage-femme avait murmuré d'une voix lasse, « Parfois, Dieu les rappelle avant même qu'ils n'aient respiré. » Mais son corps refusait cette vérité. Son corps continuait de produire du lait, continuait de croire qu'un bébé l'attendait quelque part, continuait de supplier pour un enfant qui reposait sous une simple plaque de bois où l'on avait inscrit « Petite fille partie trop tôt ». Installée dans la minuscule chambre sous les combles chez sa sœur Margot, Élise se mordait l'intérieur des joues pour ne pas hurler. En bas, elle entendait la voix de Thomas, son beau-frère. « Ça fait 1 mois, Margot. 1 mois qu'elle mange notre pain, qu'elle occupe une pièce, qu'elle ne fait rien. Thomas, je t'en prie, elle vient de perdre, je sais ce qu'elle a perdu. Mais nous avons nos propres enfants à nourrir, nos propres soucis. Elle doit trouver un travail, un endroit où aller. Ce n'est pas à nous de porter tout ça. » Élise ferma les yeux. Elle avait entendu cette conversation plusieurs fois cette semaine, et chaque fois, la patience de Thomas s'effritait davantage. Un léger coup frappa à sa porte. Elle essuya rapidement ses joues. « Entre, ma puce. » La petite Lucie, 7 ans, se glissa dans la pièce, suivie par Samuel, 5 ans, qui restait timide dans l'embrasure. « Maman dit que tu es encore triste, » murmura Lucie. Élise força un sourire. « Ça va, mon ange. » Samuel, avec l'innocence de son âge, demanda « C'est parce que ton bébé est parti au ciel. » La gorge d'Élise se serra. « Oui. » Lucie grimpa sur le lit. « Est-ce que ça fait mal, quand les bébés vont au ciel? » « Oui, Lucie. Très mal. Tu en auras un autre? » La question la transperça. Elle serra la fillette contre elle, les larmes coulant silencieusement. « Je ne sais pas, je ne sais plus. » Alors Samuel l'entoura de ses petits bras. « On t'aime, Tati Élise. Même quand tu es triste. » Elle les serra tous les deux. Ses enfants n'étaient pas les siens, mais ils comblèrent un vide que personne d'autre n'avait su atteindre. Plus tard, dans la cuisine, le silence pesait pendant qu'elle aidait Margot à préparer le repas. Par la fenêtre entr'ouverte, on entendait les voix des femmes de l'église attroupées au coin de la rue. « C'est la femme du pasteur », murmura Margot. « Elle n'arrête pas de cancaner depuis midi. » Élise resta muette. Ces femmes parlaient toujours, surtout du malheur des autres. « Vous avez entendu ? La femme de Jacques Moreau est morte hier. Accouchement difficile. Les jumeaux ont survécu mais... » Élise lâcha presque son couteau. « Les pauvres petits, » dit une autre. « Jacques n'a aucun moyen de les nourrir. Il cherche une nourrice, mais partout, on le rejette. Personne ne veut l'aider. Les bébés ne passeront pas la nuit, peut-être que c'est la volonté de Dieu. » Les femmes s'éloignèrent, laissant derrière elle un silence glacial. Élise resta figée devant la fenêtre. 2 nouveau-nés affamés. 2 vies suspendues. Et elle, là, le corps inondé de lait, le cœur brisé, sans enfant à serrer. L'idée la frappa comme un éclair. Et si c'était pour ça que son corps refusait d'oublier? Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, elle entendit encore Thomas murmurer « Elle devient un poids, Margot. Les enfants l'adorent, ce n'est pas normal. » Le lait coulait plus douloureusement que jamais. À minuit, elle se leva. Elle plaça dans un petit sac les quelques affaires qu'elle possédait. Puis, dans le noir, elle souffla « Si mon corps croit encore, peut-être que mon cœur le peut aussi. » Elle descendit doucement les escaliers, traversa la maison endormie et sortit dans la nuit glaciale. 2 kilomètres la séparaient de la ferme des Moreaux. 2 kilomètres vers 2 bébés mourants, et un homme que tout le village avait abandonné. Quand elle arriva enfin, elle entendit des pleurs faibles, presque éteints. Elle monta les marches du perron et frappa. La porte s'ouvrit sur Jacques Moreau, les cheveux en bataille, le regard hagard, tenant 2 minuscules paquets dans une couverture rêche. Élise murmura, la voix cassée, « Mon bébé est mort, mais mon corps ne le sait pas. » Jacques la fixa, puis baissa les yeux vers ses enfants.
Vous pouvez essayer, dit-il d'une voix brisée. Je ne sais pas si j'y arriverai. Mais je dois essayer. Elle s'assit dans un vieux fauteuil près du feu. Le petit garçon, si léger qu'elle crut le briser, respirait à peine. Elle rapprocha son sein. Rien. Trop faible. S'il te plaît, chuchota-t-elle. Elle pressa doucement. Une goutte apparut. Elle la passa sur ses lèvres. Sa petite langue bougea, puis il s'agrippa enfin. Élise eut un sanglot de soulagement. Jacques tomba à genoux, submergé. Quand le garçon s'endormit, apaisé, elle souffla, l'autre. Jacques lui tendit la petite fille, aux cheveux sombres. Elle prit le sein immédiatement, affamée. Écoute bien, parce qu'il existe des nuits où une seule décision peut briser ou sauver une vie. Ce soir-là, Élise ignorait encore qu'en donnant son lait à 2 enfants qu'elle ne connaissait pas, elle venait d'allumer une guerre silencieuse contre son propre sang, contre un village entier prêt à la déchirer. Dans une maison perdue au milieu des plaines, 2 bébés retrouvaient la vie, tandis que les rumeurs, la jalousie, la cruauté des hommes prenaient déjà forme sur la route. Et personne, absolument personne, n'imaginait jusqu'où cette histoire allait les entraîner. Élise berçait doucement Samuel, sentant contre elle la fragilité de cette vie qui reprenait des forces grâce à son propre corps. Jacques était assis par terre, le dos contre la table, incapable de quitter des yeux les enfants qui respiraient encore. « Je croyais les avoir perdus, murmura-t-il d'une voix éraillée. Je croyais que Dieu me prenait tout. Élise ne répondit rien. Que pouvait-elle dire à un homme qui venait d'enterrer sa femme et manquait d'enterrer ses enfants? Ils restèrent là, dans le silence, tandis que la nuit s'étirait. Élise passa des heures à les nourrir tour à tour. Samuel puis Grâce. Grâce puis Samuel. Jusqu'à l'aube, elle n'arrêta pas, guidée seulement par la nécessité de les maintenir en vie. Au matin, les 2 nourrissons dormaient paisiblement, les joues rosies, la respiration profonde. Jacques la regarda, le visage ravagé par l'épuisement mais traversé d'une gratitude presque douloureuse. « Reste, souffla-t-il. Je te donnerai une chambre. Je te paierai. Mais ne les laisse pas. » Élise contempla les bébés endormis. Ces 2 petites âmes lui rendaient une raison d'exister. « Je resterai, dit-elle simplement. » Les jours suivants s'enchaînèrent. Élise se réveilla dans une chambre qu'elle ne connaissait pas encore bien, au rythme des gazouillis des enfants. Cela faisait maintenant 5 jours qu'elle vivait chez les Moreau, nourrissant Grâce et Samuel, les regardant s'épanouir un peu plus chaque jour. Jacques parlait peu. « Merci. Ont-ils besoin de quelque chose? J'ai fait du café. » Il traversait sa maison comme un fantôme, travaillant jusqu'à s'effondrer, revenant seulement pour vérifier les bébés avant de repartir. Élise comprenait. Le chagrin rendait muet. Un matin, elle le trouva assis à la table, fixant une feuille pliée. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Une note du fournisseur » répondit-il en la rangeant trop vite. « Rien d'important. » Mais elle avait vu la pile d'enveloppes marquée retard en rouge. « Je gérerai » dit-il en remarquant son regard. « Je ne voulais pas m'imposer. »« Tu ne t'imposes pas. » Il lui tendit une tasse. Il se souvenait déjà comment elle aimait son café. « Je ne suis pas allé en ville depuis la mort de Sarah. Je ne peux pas encore affronter leurs regards, leurs murmures sur l'homme incapable de sauver sa femme. » Le cœur d'Élise se serra. « Tu n'as laissé mourir personne. »« Le village ne voit pas les choses ainsi, » répondit-il amèrement. Ce même jour, alors qu'elle étendait le linge, un carrosse richement verni s'arrêta devant la maison. Son cœur se serra quand elle vit Margot en descendre, suivie de Thomas, le visage aussi dur que le bois. « Élise » appela Margot. « Il faut qu'on parle. » Thomas, lui, ne perdit pas de temps. « Fais tes bagages. Tu rentres. »« J'ai du travail ici, » répondit Élise calmement. « Du travail » ricana-t-il. « C'est comme ça que tu appelles ça ?» Margotin, s'il te plaît. Il la repoussa. « Tu sais ce que les gens disent ? Ma belle-sœur, vivant seule avec un homme, sans mariage. Le village entier parle. Les bébés ont besoin de « Je me fiche des bébés », cracha Thomas. J'ai dit à la congrégation que tu avais toujours eu une morale douteuse. Que tu t'étais jeté sur cet homme dès que l'occasion s'est présentée. Élise sentit le sol se dérober. Tu as dit, quoi? La vérité. Que tu es désespéré, prête à t'accrocher à n'importe quel homme. À ce moment, la porte de la maison s'ouvrit. 2 petites silhouettes coururent vers elle. Lucie et Samuel, ses neveux et nièces, se jetèrent dans ses bras. Tati Élise, sanglota Lucie. Papa dit qu'on doit te ramener, mais je veux pas que tu partes. Le petit Samuel tremblait. Reviens, tu es la seule qui ne crie pas.
Thomas les agrippa brutalement. Dans le carrosse. Maman. Papa, tu me fais mal. J'ai dit maintenant. Élise les serra une dernière fois. Ça va aller. Rentrez. Il est méchant quand tu n'es pas là, implora Lucie. Reviens. Son cœur se brisa une deuxième fois. Finalement, Margot perdit patience. Thomas, arrête. Les enfants doivent apprendre que certaines personnes ne méritent pas qu'on les défende, répondit-il glacé. Puis, se tournant vers Élise, tu as jusqu'à dimanche pour quitter cet endroit. Ensuite, je dirai à tous qui tu es vraiment. Ils partirent dans un nuage de poussière. Cette nuit-là, incapable de dormir, Élise resta assise dans la cuisine. Jacques la trouva ainsi, figée. Elle lui raconta tout. Les menaces. Les enfants. L'ultimatum. Les poings de Jacques se crispèrent. Il n'a aucun droit. Il en a, je ne suis rien. Tu n'es pas rien. Tu es la raison pour laquelle mes enfants respirent. Elle baissa les yeux vers les morceaux de tissu qu'elle tenait. Qu'est-ce que c'est? Je voulais leur faire une couverture. Une qui leur appartienne. Jacques la regarda longtemps. Cette femme humiliée, insultée, mais qui pensait encore à créer quelque chose de beau. Reste, dit-il doucement. Je me fiche de Thomas. Il ajouta simplement, s'il te plaît. Élise le regarda vraiment et elle comprit. Je resterai, murmura-t-elle. Dehors, le vent se leva. Dedans, Élise cousait, point par point, reconstruisant ce que la vie avait brisé. Écoute bien, parce que certaines histoires basculent en une seconde, sans prévenir. Il suffit d'un regard, d'un silence, d'un souffle retenu pour faire trembler tout ce qui semblait solide. Cette nuit-là, sous la lumière vacillante du feu, deux êtres encore meurtris par la perte ont senti quelque chose naître entre eux, quelque chose d'aussi fragile qu'un fil, mais capable de tenir deux cœurs entiers. Ils ne savaient pas encore que le monde extérieur, la rumeur, la jalousie, les apparences, s'apprêtaient à détruire ce qu'ils commençaient à peine à comprendre. Et que la prochaine personne à franchir leur porte changerait tout. Les deux bébés dormaient paisiblement dans leur berceau près de la cheminée. Élise cousait à la lumière de la lampe, ses doigts allant et venant machinalement, habitués désormais à raccommoder, assembler, réparer. Jacques, assis près de la porte, s'acharnait sur une lanière de sel, la mâchoire serrée par des jours de travail et d'inquiétude. « Tu n'es pas obligé de continuer à réparer tout ça à cette heure-ci, dit-elle doucement. Il ne leva pas les yeux. Si je m'arrête, je me mets à penser à Sarah. À tout. Un silence lourd se posa. Seul le feu craquait. Élise posa son aiguille. Tu crois vraiment que les gens te jugent pour ce qui s'est passé? Je ne crois pas. Je le sais. Sa voix était basse, amère. Un homme qui ne peut pas sauver sa femme, le village le dit maudit. Et un homme qui laisse une autre femme entrer sous son toit avant même le deuil, ils le disent sans honte. Elle le regarda longuement. Et toi? Qu'est-ce que tu en dis? Jacques leva enfin les yeux vers elle. Cette fois, il la vit vraiment. Je dis qu'ils ne savent rien. Ils n'ont pas tenu deux bébés mourants dans leurs bras. Ils n'ont pas prié pour un miracle. Et puis tu es entré, et ils ont recommencé à respirer. Je me fiche de ce que le village pense. La gorge d'Élise se serra. Tu parles comme si je t'avais sauvé, toi. Il eut un sourire bref, triste. Peut-être que tu l'as fait. Les mots restèrent suspendus entre eux, fragiles, beaux, terrifiants. Quelques nuits plus tard, la lampe du porche brûlait encore longtemps après que la maison se soit tue. Élise était assise sur les marches, la couverture qu'elle avait confectionnée posée sur ses genoux. 6 semaines de travail, chaque morceau de tissu devenu une petite victoire contre la douleur. La porte s'ouvrit derrière elle. « Tu ne dors pas ?» demanda Jacques, la voix douce. « Trop de choses dans ma tête. » Il s'assit près d'elle, assez proche pour que sa chaleur traverse la fraîcheur de la nuit. Ses yeux tombèrent sur la couverture. « Tu l'as fini. » Enfin, murmura-t-elle. « Je voulais qu'ils aient quelque chose qui soit vraiment à eux. Quelque chose que personne ne pourra leur enlever. » Jacques effleura le tissu du bout des doigts, puis frôla les siens. Aucun des deux ne recula. « C'est magnifique, dit-il. Comme toi. » Il s'interrompit aussitôt. « Comme quoi ?» souffla-t-elle. « Rien. » Mais son regard disait tout. Le lendemain, Jacques partit en ville chercher du grain et des médicaments. Il avait voulu qu'elle l'accompagne, mais elle avait refusé. Les gens parlassaient comme ça. Elle resta donc au ranch, lavant les couvertures des bébés et essayant de ne pas imaginer les murmures à son sujet en ville. Au crépuscule, il n'était toujours pas revenu. Le ciel se teinta d'or, puis de bleu,
puis d'un noir profond. Élise se posta sur le porche, les mains crispées sur son tablier. Quand la carriole apparut enfin, elle laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas retenir. Mais un simple regard au visage de Jacques suffit pour comprendre. Quelque chose s'était passé. Il entra sans un mot, les sacs sur l'épaule, les jointures des mains écorchées. « Jacques » murmura-t-elle. « Juste un imbécile qui a cru pouvoir insulter ma famille » répondit-il. Elle pâlit. « Thomas » ? Lui. Et ces mots dans la bouche d'autre homme. Ses mains tremblaient lorsqu'il se servit un verre. Élise l'arrêta. « Tu ne peux pas te battre contre tout le village. »« Je n'ai pas besoin. Je veux seulement qu'il n'oublie pas de qui il parle. » Elle voulut se fâcher, lui dire qu'il était imprudent. Mais elle vit la poussière dans ses cheveux, le sang sur ses doigts, et surtout, cette flamme protectrice dans ses yeux. « Tu m'as défendu, dit-elle doucement. Il releva les yeux. « Tu ne méritais pas d'être sali. »« Non, mais je ne méritais pas d'être défendu non plus. » Il resta interdit. Élise eut un sourire fragile. « Ça fait longtemps que personne n'a pensé que je valais ça. » Cette nuit-là, quand tout fut silencieux, Élise se tint près du berceau. Les petits doigts de grâce s'enroulaient autour des siens. Samuel dormait, paisible. Derrière elle, Jacques se tenait dans l'embrasure de la porte. « Tu devrais dormir, dit-elle sans se retourner. »« Je vais. Merci, pour ce que tu as dit. Je sais que tu ne l'as pas fait pour un merci. » Elle se tourna alors. Le feu éclairait les traits fatigués de Jacques, sa douceur cachée. Il s'approcha, juste assez pour qu'elle sente sa chaleur. « Élise » murmura-t-il comme une prière. « Oui. » Il hésita. « Parfois, j'ai peur que tu partes quand les bébés n'auront plus besoin de toi. » Son cœur se serra. « Et moi, parfois je crois que tu ne veux de moi que parce que même. » Ils se figèrent, stupéfaits d'avoir mis à nu la même crainte. Jacques voulut parler, mais les mots restaient coincés. « Finalement, si tu pars un jour, j'espère que tu emporteras quelque chose qui valait de rester. » Ses yeux brillèrent. « C'est déjà le cas. » Il s'éloigna avant qu'elle ne puisse voir l'émotion sur son visage. Le lendemain, alors qu'elle travaillait dans le jardin, un carrosse élégant arriva. Une femme en descendit, silhouette parfaite, robe de soie noire, maintien impeccable. À côté d'elle, le diacre Williams. Jacques sortit de l'étable, surpris. « Monsieur Moreau » appela le diacre. « Nous souhaiterions vous parler. Voici Madame Catherine Westfield, venue de Silver Creek. » Élise sentit sa gorge se nouer. Cette femme était tout ce qu'elle n'était pas. Et les ennuis ne faisaient que commencer. Écoute bien, parce que certaines trahisons ne viennent pas des ennemis, mais de ceux qui prétendent savoir ce qui est propre, respectable, convenable. Ce jour-là, Élise comprit qu'un sourire poli peut cacher un coup de couteau, qu'une femme trop parfaite peut détruire une vie simplement en respirant au bon endroit. Et pendant qu'une étrangère au parfum de soie noire marchait vers la maison Moreau, Élise sentit déjà son monde se fissurer, sans imaginer à quel point cette visite allait tout renverser, l'avenir des enfants, celui de Jacques et le sien. « Monsieur Moreau, j'ai entendu parler de votre situation. »« Ma situation » répondit Jacques, la voix plate. « Vos jumeaux » corrigea la femme d'une voix douce et parfaitement maîtrisée. « Quelle tragédie, perdre leur mère. Mais j'ai appris que vous aviez trouvé une aide temporaire. »« Temporaire. » Le mot brûla comme une gifle. Élise sentit son visage chauffer. « Mademoiselle Élise s'occupe de mes enfants depuis cette semaine, » dit Jacques avec prudence. « bien sûr, s'empressa le diacre Williams, sourire huileux. Et nous sommes tous reconnaissants pour ses services. Mais Madame Westfield est une veuve parfaitement respectable. Elle a nourri 3 enfants à elle, et serait prête à prendre la relève. Ce serait plus approprié. » Madame Westfield fit un pas vers Jacques, élégante, impeccable. « Je comprends combien cela doit être difficile, Monsieur Moreau, élever 2 nourrissons seuls. S'appuyer sur des arrangements incertains. » Son regard glissa vers Élise avec froideur. « Je peux offrir des soins convenables. Et, surtout, des apparences convenables. » Élise attendit que Jacques refuse. Qu'il dise non. Qu'il la défende. Mais il resta silencieux. Le conseil municipal s'est réuni, poursuivit le diacre. Nous estimons que c'est la meilleure solution. Madame Westfield pourrait s'installer dans la chambre d'amis. Tout à fait respectable. Et Mademoiselle Élise pourrait retourner auprès des siens. Je n'ai pas de famille, murmura Élise, trop bas pour qu'ils entendent. La mâchoire de Jacques se crispa. J'ai besoin de réfléchir. Le sol se déroba sous les pieds d'Élise.
Il envisageait. Il pensait que c'était possible. Bien sûr, répondit Madame Westfield avec un sourire parfait. Réfléchissez à ce qui est le mieux pour vos enfants. Et pour votre réputation. Elle posa brièvement la main sur son bras. Un homme dans votre position doit songer à l'avenir et à ce que les gens diront. Ils parlèrent encore. Élise n'entendit que le grondement de son propre cœur. Quand la calèche s'éloigna, Jacques resta planté dans la cour, immobile. Élise attendit qu'il vienne vers elle. Qu'il parle. Il ne vint pas. Il retourna simplement à l'étable. Cette nuit-là, ses mains tremblaient sans cesse. Elle nourrissait Grace, puis Samuel, mais son esprit était ailleurs. Il avait hésité. Il avait vraiment hésité. Quand les bébés furent endormis, elle alla dans sa petite chambre. Elle sortit son vieux sac, y rangea sa seconde robe, le peigne de sa mère, la Bible où était inscrit le nom de sa fille. Elle pliait sa chemise de nuit lorsqu'une silhouette apparut dans l'encadrement. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je fais mes bagages. » Sa voix était calme. Vide. « Élise, ça n'a rien de grave. » Elle ne le regarda pas. Madame Westfield a raison. Elle est respectable. Propre. Parfaite pour l'avenir des enfants. Je n'ai jamais dit, tu n'as pas dit non. Cette fois elle se tourna, les yeux en feu. Tu as réfléchi à ça comme si je pouvais être remplacé par une femme en soi venue d'une autre ville. Le visage de Jacques se tordit. Ce n'est pas ça. Je pensais à toi. À ta réputation. À Thomas qui répand des mensonges. À la facilité que ce serait avec quelqu'un de convenable. La voix d'Élise se brisa. Quelqu'un qui ne traîne pas de scandale. Quelqu'un que le village approuve. Ce n'est pas ce que je pensais. Alors qu'est-ce que tu pensais ? Jacques ouvrit la bouche. La referma. Rien ne sortit. Le silence devint une plaie béante. C'est bien ce que je croyais, murmura Élise. À cet instant, un cri retentit dans la chambre des bébés. Puis un deuxième. Les jumeaux hurlaient à plein poumon. Élise accourut. Ils étaient emmêlés dans la couverture, rouges de colère. Elle prit Grace, mais la petite se cambra en pleurant. Samuel repoussa son épaule, inconsolable. « S'il vous plaît » sanglota Élise. Mais il continuait, comme s'il savait. Comme s'il comprenait qu'elle partait. Jacques resta à la porte, incapable de bouger. Il vit Élise, cette femme qui avait sauvé ses enfants, transformé sa maison, recousu son cœur sans qu'il s'en aperçoive, s'effondrer en essayant de les apaiser. Et il comprit, avec une clarté brutale, qu'il était en train de la perdre. Pas à cause du village. Pas à cause de Madame Westfield. Mais parce qu'il avait eu peur de se battre pour elle. Peur de dire les mots. « Je t'aime. Ne pars pas. Reste avec moi. » Quand les jumeaux se calmèrent enfin, épuisés contre ses épaules, Élise se leva, la couverture traînant au sol. « Je partirai demain matin, » dit-elle sans le regarder. « Madame Westfield pourra commencer l'après-midi. Les enfants s'habitueront. » Elle les reposa dans le berceau, borda la couverture. Puis passa devant Jacques, et ferma la porte derrière elle. Jacques resta seul dans la maison plongée dans l'ombre. Le vent hurlait dehors. Dedans, tout s'effondrait. Le lendemain matin, quand Élise arriva à la pension avec son sac, la matrone l'accueillit ainsi, « Vous avez fait le bon choix. Une femme doit penser à sa réputation. Et maintenant que Madame Westfield est là-bas, tout est enfin comme il faut. » Comme il faut. Élise resta allongée sur son lit, fixant le plafond fissuré, le cœur déchiré. Ses bras lui semblaient vides. Sa poitrine brûlait. Le souvenir des bébés roulait en elle comme une vague prête à l'engloutir. La petite main de Grace sur sa joue, le souffle chaud de Samuel endormi, leurs doigts qui s'agrippaient à elle dans la nuit. Tout cela disparut. À la cuisine de la pension, elle épluchait des pommes de terre, lavait des assiettes, survivait. Par la fenêtre, elle entendit les femmes de l'église murmurer. Madame Westfield s'installe très bien chez les Moreau. Beaucoup plus approprié. Enfin un peu de respectabilité. Élise sentit quelque chose se briser en elle. Écoute bien, parce que parfois, l'amour revient comme un cri dans la nuit, un cri qu'on reconnaît entre mille. Ce soir-là, Élise crut que son cœur allait s'arrêter. Elle pensait avoir tout perdu, les jumeaux, Jacques, ce foyer fragile qu'il avait presque reconstruite. Mais le destin, lui, n'avait pas fini de la secouer. Au moment où elle s'y attendait le moins, deux voix déchirèrent le silence, deux pleurs qu'elle aurait pu reconnaître même au milieu d'une tempête. Et ce qu'elle vit sur la route allait briser, puis recoller tout ce qui restait d'elle. Les mains d'Élise restèrent figées dans l'eau savonneuse.
Une question tournait en boucle dans sa tête. Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il dorme? Est-ce que Grace lutte encore pendant la tétée de l'après-midi? Cette nuit-là, dans la petite chambre de la pension, son lait revint si douloureusement qu'elle en pleura dans son oreiller. Son corps ne comprenait pas. Il croyait encore qu'elle était mère. Mère? Elle ne l'avait jamais été vraiment. Il n'avait jamais été à elle. Un après-midi, alors qu'elle étendait du linge dans la cour, un son la transperça. Un cri. Puis un autre. Des pleurs désespérés, brisés, qu'elle aurait reconnus parmi mille. Elle lâcha les draps et courut vers la fenêtre. Jacques était dans la rue, tenant les deux jumeaux contre lui. Son visage était ravagé, les yeux brûlés par le manque de sommeil. Les bébés hurlaient, rouges, le dos arqué, se rejetant loin de ses bras. Élise dévala les escaliers, ouvrit violemment la porte. Jacques. Il leva les yeux. Et le soulagement dans son regard la transperça. Il ne mange plus, dit-il d'une voix rauque. Madame Westfield a tout essayé. Il pleure depuis 3 jours. Élise, il se laisse mourir de faim. Elle prit Grace par réflexe et le miracle se produisit. Le cri de la petite cessa immédiatement. Ses mains agrippèrent la robe d'Élise, son corps minuscule se détendit. À l'intérieur, murmura Élise. Amen Samuel. Les femmes de la pension se massèrent dans le couloir, choquées, curieuses, silencieuses. Élise s'assit dans le salon, déboutonna sa robe. Grace se jeta au sein, réclamant avec une voracité qui déchira le cœur d'Élise. Des larmes glissèrent sur les cheveux sombres de l'enfant. « Oh, ma petite, ma douce petite !» Jacques s'agenouilla près d'elle, tenant Samuel, qui tendait déjà les bras vers elle. Quand Grace eut fini, Élise prit Samuel. Il téta avec une urgence douloureuse, ses petits doigts serrant les siens si fort qu'elle en eut mal. Les femmes murmuraient. Élise s'en moquait. Quand enfin les jumeaux furent repus, lourds de sommeil, respirant paisiblement, elle leva les yeux vers Jacques. « Je viendrai 2 fois par jour, dit-elle, la voix douce mais ferme. Matin et soir. Je les nourrirai. Mais je ne vivrai plus au ranch. » Jacques se figea. Non. Ce n'est pas assez. C'est une solution. Ils seront nourris. Il se leva brusquement. Je ne veux pas de solution. Je ne veux pas d'arrangement. Je ne veux pas que tu sois là comme une employée, Élise. Elle le fixa, perdue. Alors qu'est-ce que tu veux? Les mots éclatèrent hors de lui comme un barrage qui cède. Je te veux, toi. Je te veux comme épouse. Je veux me réveiller à tes côtés chaque matin. Je veux t'entendre rire dans ma cuisine. Je veux d'autres enfants. Les nôtres. Je veux vieillir en sachant que tu es à moi. Le souffle d'Élise se bloqua. Les jumeaux ont besoin de moi, murmura-t-elle. Alors laisse Madame Westfield continuer. Ou je trouverai 10 nourrices si je dois. Mais toi je ne peux pas te perdre. Je ne sais même plus respirer sans toi. La matrone apparut dans l'encadrement de la porte. Monsieur Moreau, ceci est extrêmement inconvenant. Jacques se retourna vers elle, ses mots claquant comme un coup de tonnerre. Je demande en mariage la femme que j'aime. C'est assez inconvenant pour vous? Le silence tomba dans la pension comme une pierre. Élise se leva, tenant Samuel contre elle. Tu les laisserais mourir pour me prouver que ce n'est pas une question de besoin? Je laisserais brûler le monde entier, dit Jacques d'une voix féroce, si c'était le prix pour te montrer que je t'aime toi. Pas ton lait. Pas ton aide. Toi. Elle le regarda. Le visage épuisé. Les yeux sincères. Le cœur à nu. Elle sut. Oui, souffla-t-elle. Jacques traversa la pièce en 2 pas, prit son visage entre ses mains et l'embrassa, tandis que les femmes de la pension laissaient échapper des soupirs choqués. Demain, dit-il contre ses lèvres. Nous nous marions demain. Demain, répéta-t-elle. 1 an plus tard, Élise était assise sur le porche, allaitant leur petite Rose, tandis que les jumeaux, désormais marcheurs et bavards, jouaient sur la couverture patchwork étendue dans l'herbe. Un chariot apparut sur la route. Margot. Avec Lucie et le petit Samuel. Jacques se raidit, mais Élise posa une main sur la sienne. Ce n'est rien. Margot descendit lentement. Ses enfants coururent vers Élise, riant, l'embrassant. Margot approcha, un bleu jaune encore visible sur son poignet. Ses yeux étaient rouges, mais déterminés. Je l'ai quitté, murmura-t-elle. J'ai enfin quitté Thomas. Elle inspira tremblante. J'avais tort, pour tout. La manière dont je t'ai laissé être traité. Les mensonges que j'ai crus. Est-ce que tu peux me pardonner? Élise la regarda longtemps. Puis sourit doucement. Entre.
Il y a du pain frais. Reste pour le souper. Margot éclata en sanglots. Tu veux bien, encore? Tu es ma sœur, dit Élise. Tu l'as toujours été. Ce soir-là, Élise resta dans l'embrasure de la porte, observant Margot jouer avec les enfants pendant que Jacques préparait la table. Il vint se placer derrière elle, la prit par la taille. Heureuse, murmura-t-il. Élise contempla sa famille, leur vie reconstruite à partir de rien. Les rires, la paix, la chaleur. Elle posa sa tête contre lui. Oui, je suis heureuse. Jacques embrassa son front. Parfait. Parce que je compte passer ma vie à m'assurer que ça dure. Au loin, les étoiles s'allumaient. Deux êtres brisés avaient trouvé la guérison l'un dans l'autre. Et un corps qui se souvenait, avait enfin trouvé l'amour.